la démocratie. Mettons Mobutu ces 32 ans au passé, vous qui êtes venu nous libérer, vous devenez des dictateurs, de petits Mobutu bis. Donc, lui, avec ses 15 années, plus peut-être les 5 ans qu'il aura avec l'arrêt, il aura 20 ans de pouvoir, monsieur. Alors, du coup, entre Mobutu et vous, qui était meilleur, monsieur? Alors, à qui vous avez copié? Est-ce que vous pouvez réagir un peu, monsieur Arimaji, au lieu que je pose ma question? Votre réaction? Monsieur Jean, la politique aussi est un métier. Pas d'élection en 2016. C'est pas un métier la politique, monsieur. C'est pas un métier la politique. C'est pas un métier. Il faut l'apprendre pour le faire. Ça, c'est... Allez-y. Ça ne se décrète pas comme ça, on commence à faire de la politique. Vous savez, la CENI a donné des raisons pourquoi il ne peut pas organiser des élections cette année. L'opposition congolaise, à la sortie des élections de 2011, ont frappé sur la CENI. Ils ont bloqué la vie politique de la République en exigeant la démission du corps composant de la CENI. Ils ont obtenu le départ avec son équipe. On entre pour former la deuxième équipe. La majorité a mis en place ses candidats. L'opposition s'est battue ici pendant des années. Ils ne se mettaient pas d'accord sur le choix qu'ils voulaient faire de leur délégué à la CENI. Ils ont fait perdre du temps à la CENI. La CENI est arrivée, les corps composés, ils ont proposé un calendrier. L'opposition politique a refusé. Comme quoi il fallait un calendrier global et exclusif. Ils ont paralysé la République encore des années. Lorsque la CENI propose un calendrier global et inclusif, ils disent encore non, le fichier électoral est corrompu. Nous devons refaire le fichier électoral. Toujours l'opposition. Et au moment de refaire le fichier électoral, l'abbé Malumalu tombe malade et démissionne. On doit mettre en place une autre équipe dirigeante. Nous, la majorité, nous avons mis nos candidats. L'opposition politique a encore tergiversé pour désigner leurs candidats. Ils nous ont fait encore beaucoup de temps. À un moment, ils délèguent leurs candidats. La CENI veulent maintenant réviser le fichier électoral. Il nous sort encore la problématique des nouveaux majeurs. Lorsque nous acceptons la problématique des nouveaux majeurs, nous disons, mais ces nouveaux majeurs sont de la génération Kabila. Ces nouveaux majeurs vont voter pour Kabila. D'accord, nous allons inclure ces nouveaux majeurs. Et d'ailleurs, on va faire mieux. L'égalité constitutionnelle devant tous les Congolais. Nous allons aussi inclure les Congolais de l'étranger. Aujourd'hui, il faut recenser tous ces beaux mondes-là. Il faut les renrôler avant d'organiser. Conséquence, il n'y a pas d'élection en 2016. Il ne peut pas physiquement et matériellement avoir des élections en 2016. D'où, pour qu'il n'y ait pas crise institutionnelle, le président de la République a convoqué un dialogue national pour préparer des élections. Il y a un seul sujet au dialogue national, il n'y en a pas deux. Les élections libres et apaisées. Une fois encore, c'est l'opposition qui tergiverse. Alors, qui ne veut pas la question, elle est la suivante. Comment gérer cette période, parce qu'il n'y aura pas d'élection cette année? En principe, on devait convoquer le corps électoral au mois de septembre, au plus tard décembre, il y ait passation de pouvoir. Tel ne sera pas le cas cette année. On suppose qu'il faut une période transitoire pour préparer et envisager l'avenir politique en RDC, en attendant que la CENI nous produise le calendrier électoral. Comment pensez-vous sur la problématique de la gestion de cette période d'avant l'organisation des élections dans notre pays? Monsieur John, pour ma part, encore, je pense que la CENI, ça pourrait être un problème technique. Mais malheureusement, ça devient un problème politique. Puisque ce n'est plus eux qui ont, je dirais, les clés en main. Du coup, ça devient un problème politique. Parce que ceux qui sont en commande, c'est eux qui doivent, je dirais, financer la CENI. Puisque ça les arrange, eux, que nous parlons de l'enrôlement. Ça les arrange, eux, que nous commençons d'abord à dire il n'y a pas l'argent. Ça les arrange, eux, qu'on puisse imposer le président, je dirais, en force, sans passer par, je dirais, peut-être le respect de la Constitution. Aujourd'hui, ils sont vraiment dans un mécanisme de la mauvaise foi. Ils ont fait sciemment. Mais il n'y aura pas d'élection cette année. Que faire? Mais sincèrement, maintenant, je pose la question à la Cour constitutionnelle, qu'ils ont posé cet arrêt, qu'ils nous disent, maintenant, le président en question, il va rester là jusqu'à quand? 5 ans, 10 ans, 20 ans? Qu'ils nous précisent les dates, qu'on le met là-dessus. Et comme ça, on sache que dans ces dates-là, il y aura élection. Tout le monde, les dates, c'est réellement, ce sont des gens, des bons pères de famille qui aiment ces pays, qui nous disent, voilà, monsieur le président, on le met là pour 1 an, pour 2 ans, comme ça, dans ces délais, on fasse des élections. On vous invite au dialogue pour discuter de tout ça. Mais le dialogue en question que nous allons faire, de l'autre côté, on dit, maintenant, il n'y a plus des élections. Ça veut dire quoi? Le président, il va rester là jusqu'à combien de temps? Sans élection. On n'a pas les dates. Est-ce que vous pouvez répondre? Ça devient un peu, je dirais, un blocus. Est-ce que vous pouvez répondre à ces interrogations? C'est tout à fait clair. Si la Cour constitutionnelle a donné cet arrêt, que le président
un exercice reste en place jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. C'est parce que l'organe habilité à organiser des élections, la CENI, a dit clair, il n'a pas mis de l'eau dans la bouche, ils ont été clairs de dire qu'ils ne peuvent organiser des élections que dans un délai de 10 jours. Il n'y aura pas un vide juridique. Même s'il n'y a pas élection cette année, pas de vide juridique. Dans les 18 mois à venir, il sera en mesure d'organiser des élections. Donc, il y aura des élections avant les 18 mois à venir. Mais maintenant, ces élections ne pourront pas avoir lieu avant le 19 décembre. Donc, venons sur la table, négocions politiquement, trouvons un arrangement à l'amiable pour qu'il n'y ait pas un désordre, je dirais, politique, parce que le désordre institutionnel n'existera pas. Mais si les autres refusaient de venir, qu'allez-vous faire? Ils refusent de venir. La souveraineté, M. John, appartient au peuple. Et le peuple n'a qu'un seul moyen d'exprimer sa souveraineté, c'est par le référendum. S'ils ne veulent pas venir, nous allons aller au référendum, appeler le peuple congolais à être l'arbitre entre nous. Monsieur Bienvenu Bambali, il n'y aura pas vide juridique d'abord, c'est ça la question. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord qu'il n'y aura pas vide juridique? L'article 70 qu'ils ont pondu, qu'ils ont mis à table devant tout le monde, devait être référé avant le traité de 73. Le scrutin est convoqué, je dirais 90 jours avant la fin du mandat du président en place. Vous avez pallié ça. Deuxièmement, mettons, vous avez bloqué le processus. Donc, pas d'élection. Donc, nous, on peut faire appel à l'article 75, puisqu'il y a blocage. On va demander à votre président de déposer que celle du Sénat qui prend la transition. Puisque nous sommes dans un blocus, monsieur. Donc, on n'a pas élection pour vous. Évidemment, on doit faire appel à l'article 75. Oui, le président du Sénat qui fait le pouvoir face à la transition. Mais si vous ne venez pas au dialogue, on vous dit le peuple va parler à travers les référendums. Il a dit que le peuple est souverain. Il a dit que le peuple, vous savez, monsieur, le plus grand entraîneur du monde, c'est le peuple. Vous avez peut-être des bérets rouges, mais nous, on n'a pas de bérets. Il n'y aura pas de vide juridique, mais c'est le président du Sénat qui va prendre le pouvoir comme il n'y aura pas élection cette année. Comment vous réagissez à ça? Je ne peux que rire. Vous savez, je suis un intellectuel. La Constitution, bien que je ne sois pas juriste, je la maîtrise et surtout que je sais, c'est la Cour constitutionnelle est habilitée à interpréter la Constitution. Lorsque je suis buté à un mur et je ne peux pas comprendre un article de la Constitution, j'écris à la Cour constitutionnelle, je lui demande de m'expliquer cet article. Ce qui devait bien faire mon co-débatteur, il ne le fait pas malheureusement. L'article 75, est-ce qu'on vous a dit que Joseph Kabila était malade? On vous a dit qu'il était kidnappé quelque part. On vous a dit qu'il était mort. On vous a dit quel est cet empêchement qui peut faire en sorte que Joseph Kabila ne soit pas là où il est. S'il n'est pas malade, il n'est pas mort, il est vivant, en bonne santé, il n'y a que l'article 70 qui s'impose. Donc il reste en fonction jusqu'aux prochaines élections, dont la CENI dit qu'il peut organiser ces élections dans les 18 mois qui suivent. Maintenant, si on veut parler du peuple, beaucoup de gens ont revendiqué avoir possession du peuple congolais derrière eux. Ils sont allés à 150 partis politiques, les 26 000. Nous avons vu la mobilisation qu'ils ont fait. Même s'ils ont voulu casser les choses des gens, violenter les peuples dans la rue. Nous, on a fait appel à notre peuple. Ils sont venus, vous avez vu. Monsieur John, vous êtes avec moi à Kinshasa ici. De l'histoire de ces pays, jamais une mobilisation politique a été aussi énorme que ce qui s'est passé. C'est une garantie, c'est un gage pour le PPRD. Ce n'est pas une garantie ni un gage. Le PPRD travaille. Nous travaillons. Nous travaillons à gagner les élections, M. John. S'il y a des élections demain, le PPRD sera encore plus grand qu'il est aujourd'hui. Puisque chaque année qui passe, chaque jour qui passe, le PPRD est sur terrain à préparer les élections. Preuve en eux. Aujourd'hui, l'école du parti fonctionne. L'école du parti fonctionne. Alors, les militants suivent, informent, sont suivis, informés, formés à gagner des élections. Vous voulez réagir? Alors, M. John, vous savez, aujourd'hui, si le PPRD, ils ont beaucoup de monde, pourquoi? Parce que les gens vont là-bas pour prendre les $10. Ah oui, donc, ça m'est arrivé de vous envoyer 100 jeunes étudiants qui avaient un peu le piaka, venir chez vous pour prendre $10 à chacun. J'ai envoyé des jeunes. Je dis, voilà, les gars, allez-y, allez sucer un peu l'argent là-bas. C'est notre argent, du peuple. Je vous ai envoyé 100 jeunes de mon parti qui ont pris $10 à chacun. Chez vous, les gens viennent pour l'argent, monsieur. Ils ne viennent pas parce qu'on vous aime. Voilà, on vous aime pas, on a monnayé. Moi, je vais vous envoyer 100 jeunes. Je l'ai prêt, monsieur. Avec vos $10, monsieur. Vous payez les gens, monsieur. Les gens ne vous aiment pas, monsieur. Vous payez pour l'argent, monsieur. Vous savez, je l'ai prêt, monsieur. 100 personnes. Quand je suis entré ici, je croyais que ça allait être, lorsqu'on sort un mensonge aussi grand,
en public, à la Vous télévision. n'avez pas distribué de l'argent à ceux qui sont venus participer à la marche. Vous savez, l'argent, que ce soit l'opposition, la majorité, c'est eux qui va dire qu'ils ne donnent pas l'argent à ses militants. Ah, donc il a accepté. Même l'opposition aussi. Voilà, donc il a reconnu. Maintenant, ils disent qu'on donne 10 $. Où on va trouver les 10 $ par personne? Où vous allez trouver 10 $ pour vous donner à 450 000 personnes qui étaient là? Où vous trouvez les 10 $? Monsieur John, arrêtons. N'entrons pas dans cette petitesse d'esprit politique. Restons dignes dans notre combat politique. Le PPRD a des militants sérieux qui chaque jour viennent dans nos manifestations. Monsieur John, tu as eu à me couvrir, à couvrir le corps des gardiens de la Révolution. Tu crois qu'un de ces jeunes-là est venu, il a touché $1? Non, ne me prenez pas comme témoin. Non, parce que moi je suis journaliste. Vous êtes journaliste. Je suis là où l'information. Vous êtes sur terrain à longueur de journée. Donc ne me prenez pas comme un témoin à ce que vous dites. Mais la presse, monsieur John. J'ai été à la marche d'opposition comme journaliste. La presse, monsieur John, est témoin de l'histoire politique de chaque pays du monde. Parce que la presse, on dit de la presse c'est le troisième pouvoir. Parce qu'il est celui qui arbitre entre les deux. Il regarde et il informe l'opinion. Vous étiez à l'opposition, vous devez informer l'opinion. Vous êtes venu à la majorité, vous devez informer l'opinion. Et l'information c'est quoi? De relater la vérité à un peuple. De leur dire que l'opposition a foiré, l'opposition a mêlé, l'opposition a fait un vide et que le PPRD a rempli. Le PPRD a fait le plein. Le PPRD est magnifique et grandiose. C'est ça l'information. Une question que je voulais poser autrement. Qui gère le pays après le 19 décembre 2016? Parce qu'il n'y aura pas élection. Qui gère le pays? Monsieur John, qui gère le pays? Le président Kabila, son mandat termine le 19 décembre. Même si la Cour l'a posé là, avec l'arrêt 70, monsieur, son mandat géré est périmé. On aura un président à la tête du pays qui sera illégitime. Ça, vous le savez très bien. Maintenant, si vous voulez gérer un pays sans le consentement de la population, c'est votre problème. On ne peut pas épouser une femme sans son consentement. Vous voulez nous gouverner, nous gérer sans notre accord. Votre mandat est périmé, monsieur. Vous voulez être là. On voit ça où? Dans quel pays? Qui gère le pays après? On dit que le président, le mandat sera périmé après la République démocratique du Congo est un État souverain, démocratique. Il a une constitution et cette constitution, monsieur John, est claire. Les présidents en exercice restent en place jusqu'à l'installation effective d'un nouveau président élu. Si cette constitution nous divise, si cette constitution est devenue l'objet de division du peuple congolais, j'estime que si dans l'esprit de ce texte, il a déjà rempli l'esprit, en nous ramenant la paix, la démocratie, les élections, aujourd'hui, cette constitution commence à beaucoup diviser. Il sera peut-être temps que nous envisageons de la modifier ou de la changer complètement. Moi, j'invite notre co-débatteur à un débat clair, précis, scientifique sur l'avenir de la Constitution. Balayons cette Constitution, mettons en place une nouvelle Constitution. On doit changer la Constitution. Puisque, vous savez, une Constitution, c'est comme un statut d'une société. Hein. Ils veulent verrouiller là où ça les arrange, parce que c'est eux qui sont au pouvoir. Puisqu'aujourd'hui, il y a des articles aujourd'hui qui les mettent en porte-à-faux. Donc, ils l'ont déjà modifié une fois, ils veulent le faire encore. Puisqu'ils veulent le pouvoir, ils sont soifés de pouvoir, ces gens-là. Ils sont arrivés pieds nus, maintenant, ils ont des maisons, ils ne veulent plus partir. J'assume encore le mot, monsieur. On change la Constitution. Monsieur, non, votre mandat est fini. Vous devez partir. On change, oui ou non? On change pas la Constitution, monsieur. Vous devez les respecter. Les 19, le président, son mandat est fini. Il termine le mandat. Donc, il décide qu'il fasse quoi, monsieur? Je ne sais pas quoi vous verrez. Monsieur John, le peuple congolais qui nous suit là vient d'attendre ce que mon ami. Je dis bien dit, oui. Ils sont venus pieds nus. Pieds nus, monsieur, pieds nus. Maintenant, on dirait comme si l'enfant de pauvre de ce pays ne peut pas diriger parce qu'il n'avait pas de chaussures étant enfant. Ah non, monsieur. Il est en train de nous dire que c'est parce que votre maman vendait des pondous, vous ne pouvez pas être... C'est pas ça, monsieur. C'est pas dans ce sens-là, monsieur. Il est en train de nous dire que c'est parce que vous avez été orphelin votre vie et que vous dormez sur une tablette du marché, vous ne pouvez pas être ministre. Non, monsieur. Il est en train de nous dire... Peuple, monsieur, vous confisquez notre avenir. C'est de nos enfants, monsieur. Les enfants ne vont pas à l'école, monsieur. C'est de position d'enfants. Notre jeunesse est côté de nous, monsieur. La seule façon de faire, c'est de pays, monsieur. Ils sont dans le majeur, monsieur. La seule jeunesse disponible, monsieur. Alors, on va évoluer. On va évoluer. On est contre l'idée du référendum à l'opposition. On est contre l'idée du changement de la Constitution. Ce qui est vrai,
tout le monde, apparemment, on semble choisir les rues ou la rue pour régler nos comptes. Et du coup, la RDC risque de ne plus être cette oasis de paix. C'est leur souhait. C'est havre de bonheur pour son peuple, égard à l'horizon que les uns contre les autres voient venir, soit l'apocalypse, soit le chaos. Mais que pensez-vous de la République? Parce que c'est la jeunesse qui détient l'avenir de demain, le demain du Congo. Que pensons-nous de l'avenir du Congo, nous, en tant que jeunes? Je commence par vous, monsieur Henri Magie ou Ali Fetou. Il n'y aura ni apocalypse ni chaos dans ce pays. Je vous ai dit au préambule que la génération Kabila, c'est une génération consciente. Consciente de ses responsabilités devant l'histoire, consciente de ses responsabilités face au monde, consciente de l'héritage glorieux de nos héros nationaux qui sont Kipavita Kimbangu, Lumumba, Laurent Désiré Kabila. Ils sont conscientes du sacrifice suprême fait par des millions, des milliers de jeunes Congolais. Vous savez, dans l'armée de la libération, ce sont des jeunes qui ont marché pour libérer ce pays de la dictature. Ces jeunes gens, ils étaient moins âgés que nous. Ces sacrifices suprêmes. Aujourd'hui, les jeunes marchent pour quoi? Le sacrifice. Aujourd'hui, les jeunes doivent marcher pour quoi? Aujourd'hui, si les jeunes du PPRD que vous avez vus dans la rue, ils ont marché pour la mémoire glorieuse de leurs compatriotes jeunes morts sur le front pour défendre le nationalisme face à l'occupation néocolonialiste, face à l'occupation des féodés occidentaux mis en place à Kinshasa pour empêcher l'État congolais d'éclore, empêcher la nation congolaise empêcher l'État congolais de se détruire. Nous avons vu une libération de jeunes, des mineurs de 14 ans, 9 ans, avec des Kalachnikov. Moi, je veux que ma jeunesse congolaise aille à l'école, messieurs. Que nos enfants puissent avoir l'éducation, la santé, qu'ils ont des projets d'avenir. Nos jeunes congolais aujourd'hui partent à l'école. On n'a pas des institutions, on n'a pas des écoles, on n'a pas des hôpitaux. Nos enfants sont là, ils n'ont pas d'avenir. Moi, je vois des licenciés, des gradués qui sont là dans les cabines téléphoniques qui vendent des cartes. Vous voyez ça où, monsieur? Dans un pays comme le Congo, on n'a pas des entreprises, on n'a pas des industries. Vous voulez nous gouverner, ça fait 15 ans, vous ne montez pas des affaires pour le Congo là. Alors, on va terminer avec cette question sur la rencontre de Bruxelles. L'opposition s'est réunie autour de Tshisekedi depuis hier, mercredi à Bruxelles. Autour de quoi, nous ne savons pas encore. Mais à la majorité, comment vous concevez, vous percevez cette rencontre de l'opposition à Bruxelles autour de Tshisekedi? No comment, tout simplement. Je vous ai dit, dans ce pays, il y a des gens afféodés à la culture occidentale, les gens afféodés pour ramener le néocolonialisme, les gens, les sous-fifs des néocolonialistes. C'est l'île Gorébis, on connaît les méthodes, utilisées. Je pose une question, moi je ne pose même pas. Il y a un opposant qui a posé la question, qui finance ces caucus? Qui les finance? Entre guillemets, ces pseudo-groupes obscurs qui ne se connaissent pas, qui l'argent sort de nulle part, des comptes qui ne